Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je tiens à vous informer que ce webinaire sera enregistré et mis en ligne sur la chaîne YouTube de l'Institut IMT. Et donc, bienvenue à ce premier webinaire organisé dans le cadre du projet de formation numérique pour la santé et la médecine 5P par l'innovation, qui fait partie des initiatives soutenues par France 2030. Ce projet a remporté l'appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir. Dans le cadre de ce projet, on est censé s'occuper d'une partie dédiée à la sensibilisation, dont il fait partie cette série de webinaires organisée par moi-même. Moi, je suis Deborah Giovannioli et je suis enseignante à IMT Atlantique. Et aujourd'hui, nous allons parler de la prothèse orthopédique connectée avec deux experts. On a avec nous Arnaud Clavé, chirurgien orthopédiste à la clinique Saint-Georges à Nice et chercheur au laboratoire d'analyse et de traitement de l'information médicale, l'ULATIM de Brest. Et aussi Guillaume Dardenne, chercheur INSERM au même laboratoire de Brest. Les étudiants qui vont animer la table ronde sont Thomas Ahmet, qui est étudiant en double diplôme médecin-ingénieur, et Massina Ahmed, étudiante à IMT Atlantique. Et donc, je vous laisse la parole et on aura une petite présentation des experts sur le sujet et après, on peut débuter la table ronde. Merci beaucoup. En effet, je suis chercheur INSERM au sein du laboratoire de traitement de l'information médicale et je travaille beaucoup dans le contexte de la chirurgie orthopédique assistée par ordinateur et dans le contexte, une observation que l'on a fait, c'est que depuis plusieurs années maintenant, beaucoup d'innovations, que ce soit au niveau des prothèses, que ce soit au niveau des technologies, ont été réalisées dans le domaine de l'orthopédie, mais malgré cela, il y a encore beaucoup de patients aujourd'hui qui sont pas forcément satisfaits de leur intervention et des besoins liés aux patients qui sont également en train d'évoluer. Et notre objectif, c'est donc de pouvoir fournir des solutions qui nous permettent d'aller vers de la chirurgie personnalisée. C'est des choses d'ailleurs qu'on observe dans d'autres domaines tels que l'industrie 4.0 ou 5.0, aller vers faire en sorte de mieux intégrer cette chirurgie personnalisée dans le quotidien pour optimiser le traitement des patients et avec ça, et pour atteindre cette personnalisation de la chirurgie, mieux intégrer tout un tas de technologies au sein du bloc opératoire, mais également au sein de la chaîne de traitement liée aux patients. Donc nous, au sein du laboratoire, on développe tout un tas de technologies liées à ce workflow chirurgical qui va de la phase préopératoire en passant par la phase péropératoire, donc lors de la chirurgie, à la phase post-opératoire. Et on développe tout un tas d'algorithmes qui a pour vocation de mieux personnaliser le traitement chirurgical. Donc dans la phase préopératoire, pouvoir fournir des logiciels, et je pense que Arnaud en parlera peut-être un peu plus par la suite, mais pouvoir fournir des logiciels qui permettent d'analyser le patient, analyser l'articulation du patient en utilisant par exemple des algorithmes issus de l'intelligence artificielle et pouvoir proposer un planning chirurgical optimal et pouvoir concevoir également des prothèses sur mesure. C'est des choses qui ne se font pas aujourd'hui. On propose également tout un tas de solutions au cours de la chirurgie en utilisant la robotique, la navigation chirurgicale, des solutions qui ont pour but justement d'assister le chirurgien au cours de son intervention et d'améliorer la précision chirurgicale. Et puis on développe également des projets sur la partie post-opératoire. Donc pouvoir notamment intégrer tout un tas de capteurs au sein de nos implants orthopédiques, donc des capteurs qui sont utilisés justement pour pouvoir mesurer tout un tas de paramètres physiologiques. Et grâce à ces nouvelles informations, l'idée c'est pouvoir traiter ces données et fournir de l'information afin de pouvoir mieux suivre le patient et identifier de possibles complications post-opératoires à un stade précoce. Donc voilà, donc, on gère tout un tas de briques technologiques, on est très orienté sur le traitement de l'information médicale, que ce soit dans la phase préopératoire, péropératoire ou post-opératoire.
Alors, je laisse la parole à Arnaud. En fait, bon, merci Guillaume. Je crois que tu as tout dit, donc c'est bien, je n'ai plus grand-chose à dire. Ah bah écoute. Donc moi, je suis chirurgien orthopédiste, je suis spécialisé en chirurgie de la hanche, mais surtout du genou. J'ai fait mon internat et une partie de mon clinica à Brest. C'est pour ça que je suis resté attaché au LATIM et à Brest. Je viens de finir ma thèse de sciences dans le laboratoire justement sur cette thématique des prothèses de genoux personnalisées et connectées dans le cadre du projet de recherche Follow Me. La prothèse de genou, c'est une intervention chirurgicale qui va être nécessaire pour de plus en plus de patients dans les années qui viennent. Le travail du service a démontré qu'on a une augmentation entre 30 et 300% selon les pays jusqu'à 2050 de la demande en prothèse de genou. Donc c'est quelque chose qui est assez colossal. On a fait énormément de progrès dans les prothèses de genoux les 20 dernières années, que ce soit en termes de technique chirurgicale, que ce soit en termes d'implants aussi, et de compréhension de la chirurgie. Mais il y a quand même encore un trou dans la raquette, à savoir qu'on n'a pas les mêmes résultats qu'avec une prothèse de hanche, par exemple. Et selon la littérature, on aurait jusqu'à 20% de patients insatisfaits, même si c'est important de définir ce que c'est qu'un patient insatisfait. De manière plus globale, on se rend compte en chirurgie, en médecine, mais en chirurgie qu'on passe d'une ère de chirurgie, enfin en tout cas de médecine de prise en charge, qui est un peu une prise en charge globale, où on fait du taylorisme à la Ford, à une prise en charge qui est beaucoup plus personnalisée. C'est vrai pour la prothèse de genou, où quand j'ai commencé mon internat il y a 15 ans, on adaptait le patient à la prothèse, réellement, avec des prothèses assez sommaires. Aujourd'hui, déjà d'un point de vue chirurgical, on va adapter la chirurgie au patient. Donc on a déjà fait un bond en avant. L'objectif d'après, c'est d'avoir une prothèse qui soit, ou en tout cas une chirurgie qui soit personnalisée au patient. Pour ça, on a besoin de différentes choses, de savoir ce que c'est qu'un patient dans la normalité, et ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, d'avoir des implants qui soient personnalisés au patient et d'être capable de poser ces implants de manière personnalisée au patient, et d'avoir des retours d'informations qui nous permettent de comprendre un certain nombre de choses concernant le fonctionnement, concernant le patient avec sa vie d'après la prothèse. Et en fait, quand on voit ces besoins-là, ça résume complètement la chaîne de process de recherche que vient d'expliquer Guillaume. Et juste en ce qui concerne le projet Follow Me, si vous voulez, si j'y arrive, on va voir, je vais vous partager un petit film. Magnifique. Concernant le projet Follow Me, donc mené au LATIM depuis quelques années maintenant. Donc c'est un projet qui a deux volets, un volet de personnalisation de l'implant et un volet de capteur embarqué. Donc là, on va présenter la partie sur laquelle on est plus avancé, donc c'est la personnalisation de l'implant. Donc à partir d'un scanner réalisé chez un patient, avec 3 boîtes, la cheville, la hanche et le genou, les différents paramètres, on est capable d'avoir une segmentation automatique des 3 zones. Avec un modèle statistique de forme, on a un recalage complet sur l'ensemble du fémur qui nous donne un modèle prémorbide dans lequel est embarqué des landmarks osseux. Et à partir de ces landmarks osseux, ça nous permet d'avoir une personnalisation à la fois de la technique de pose chirurgicale, donc de poser un implant de manière personnalisée en fonction de l'anatomie du patient, et à partir de cette planification chirurgicale entièrement personnalisée à partir des paramètres anatomiques, d'avoir la création d'un implant sur mesure. À savoir que cette génération, cette personnalisation est entièrement faite de manière automatisée, parce qu'il y a aujourd'hui des essais d'implants personnalisés qui existent et qui sont disponibles sur le marché, mais ces implants il n'y a rien d'automatisé dans ces implants. Je pense que je ne vous ai pas mis le dernier film en plus avec les dernières jolies petites vidéos et les images, mais c'est pas grave.
Voilà pour la présentation. Maintenant, on est ouvert, bien évidemment, aux questions. Alors moi, j'ai une première question, si vous me le permettez. Face à la demande donc, de ces prothèses qui vont évoluer, est-ce que vous pensez que de développer justement des prothèses adaptées à chaque patient, ça va permettre à la sphère médicale de répondre à cette demande à venir au niveau des prothèses? Arnaud, je te laisse. Cette question est destinée à... Ah, Alors, alors, oui, il y a vas-y. deux volets. Il y a un volet médical, donc en termes de planification, de workflow chirurgical, c'est des choses qu'on fait déjà quand on fait une chirurgie robotisée, par exemple. On a une planification préopératoire. Quand on utilise des blocs de coupe personnalisés, on a une planification préopératoire. Donc, c'est quelque chose dans le workflow qu'on sait intégrer, même si les délais peuvent être un petit peu plus longs que sur une chirurgie standard, parce qu'il faut faire cette planification en amont pour être sûr de recevoir toutes les composantes nécessaires à la chirurgie. C'est quelque chose qu'on sait faire. Et ça ne pose pas de soucis particuliers. Donc, même face à une demande accrue, il n'y a probablement pas de souci à l'intégrer dans le workflow. Après, il y a le volet financier et masse production de la chirurgie personnalisée. Ça, peut-être que Guillaume, si tu veux, moi, ça ne me paraît pas être quelque chose de rédhibitoire, au contraire. Mais tu veux en dire quelques mots, Guillaume? Oui, et en fait, l'enjeu face à l'évolution du nombre possible de patients, c'est justement l'automatisation de toutes ces chaînes. Et c'est pour ça que dans la présentation, je parlais de l'industrie 4.0 ou 5.0, c'est que c'est des enjeux qui sont bien plus globales que la médecine en elle-même, en fait. Il y a une volonté de pouvoir mieux personnaliser les choses à un coût équivalent à la production de masse d'objets ou de prothèses identiques. Et pour pouvoir y arriver, justement, pour pouvoir atteindre ces besoins de production en masse d'objets personnalisés ou de prothèses personnalisées, l'enjeu, c'est l'automatisation. Et c'est justement les algorithmes qu'on développe au sein du laboratoire de manière à pouvoir automatiser toute cette chaîne de conception, comme l'a montré Arnaud à l'instant, via le logiciel de planning, et puis derrière optimiser toute cette chaîne de fabrication aussi, en utilisant par exemple l'impression 3D et les dernières évolutions liées à ce type de fabrication. En termes financiers, ce qu'il faut voir, c'est que la standardisation coûte quand même cher. Par exemple, dans mon établissement, on a un gros établissement de chirurgie, hein, on a un très gros volume chirurgical, mais dans mon établissement, il y a plus de 2 millions d'euros de stock d'implants, je ne parle que des prothèses, qui dorment. Donc, il faut bien imaginer que si un laboratoire, un fabricant peut éviter d'avoir ces stocks dormants, pour eux, c'est du cash flow qui est intéressant. Donc oui, aujourd'hui, c'est sûr que l'impression 3D, ces technologies-là, ça coûte cher. Demain, ça coûtera probablement beaucoup moins cher. Et l'automatisation, comme disait Guillaume, permettra aussi de résoudre un grand nombre de problèmes du point de vue des contraintes financières. Prendre la parole. Du coup, merci encore pour cette présentation. Vous avez dit que l'automatisation permettra donc d'améliorer la personnalisation et justement l'industrie de rendre ces technologies plus accessibles. Mais du coup, selon vous, quelles sont les prochaines étapes pour améliorer encore les dispositifs connectés et leur capacité à collecter les données? Alors là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'implant personnalisé lorsqu'on s'est présenté, probablement parce que d'un point de vue maturité technologique, c'est sur cette partie-là qu'on est le plus mature aujourd'hui. Mais les évolutions derrière se portent aussi sur la partie post-opératoire, et c'est aussi l'objet de ce webinaire, c'est sur la partie implant connecté. Et là, ça ouvre un champ extrêmement intéressant, puisque l'idée, bien sûr, c'est de pouvoir intégrer des capteurs. Et aujourd'hui, il y a très très peu de solutions. Je crois qu'il y en a deux ou trois au pire
très peu de solutions qui existent et qui sont utilisées de manière massive pour pouvoir enregistrer tout un tas de données à l'issue de l'intervention. Et ça apporte, ça pourrait apporter beaucoup par la suite aussi, c'est-à-dire que mieux comprendre, par exemple, certaines complications. Il y a plusieurs complications possibles liées à une intervention chirurgicale, problème de stabilité de l'implant, présence d'infection. Et sur pas mal de ces complications, au bout du compte, alors on sait quels facteurs, les facteurs qui peuvent produire ces complications, etc. On a quand même certaines indications, mais on ne connaît pas parfaitement aujourd'hui par exemple, l'évolution précoce d'une complication, la présence précoce peut-être d'une infection. Et c'est vrai que ces capteurs nous permettraient justement de pouvoir enregistrer tout un tas de données et de mieux comprendre ces évolutions à l'issue de l'intervention. Et par le biais de toutes ces données, donc ça nous permettra de mieux comprendre toutes ces évolutions, bien sûr, mais ça pourrait aussi nous permettre derrière d'avoir des inputs, donc des entrées, qui pourraient être réexploitées derrière pour, par exemple, optimiser la chirurgie elle-même ou même optimiser la forme des prothèses, etc., pour améliorer les interventions. Donc, l'idée, c'est d'avoir une approche, une compréhension beaucoup plus globale du workflow chirurgical en lui-même grâce à ces capteurs, de manière à pouvoir derrière réalimenter les choses pour avoir des données pour pouvoir améliorer les prothèses, la technique chirurgicale. Merci. Je crois que c'est exactement ça l'idée. Après, il reste toujours la question, mais ça c'est vrai pour toutes les données, qu'est-ce qu'on fait de ces données, comment elles sont traitées, par qui elles sont traitées et comment elles sont exploitées. Et ça, c'est valable dans ce contexte-là et c'est valable dans tous les autres contextes d'ailleurs. D'accord. Et donc, selon vous, quels sont les efforts nécessaires justement pour les intégrer pleinement dans les parcours de soins, notamment dans les systèmes de santé plus contraints? Alors là, pour le coup, autant l'implantation d'une prothèse connectée personnalisée, ça ne va pas ou peut modifier le workflow chirurgical et la prise en charge globale des patients, autant le traitement, justement, l'intégration du traitement de ces données et de l'utilisation de ces données dans le cadre de la chaîne de soins va entraîner des modifications. Pourquoi? Parce que ça va changer profondément la façon dont les évaluations post-opératoires vont se faire tout au long de la vie de l'implant et du patient. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas faire parce qu'on n'a pas de temps dédié à ça. Et quand on voit l'accroissement du nombre d'implants qui aura posé versus le nombre de chirurgiens qui n'augmente pas, il va falloir se poser la question de ce que je disais tout à l'heure, comment est-ce que ces données vont être exploitées, traitées et qu'est-ce qui va être fait en retour. Et aujourd'hui, il n'y a pas de modèle qui existe. Donc ce modèle, il est à créer. Et la problématique de la création de ce modèle, là pour le coup, elle est financière, parce que qui est-ce qui va payer? Ça, aujourd'hui, on ne sait pas trop. Moi, je le vis bien sur d'autres projets que je fais. J'ai des projets je travaille avec des systèmes d'information patient, où j'ai des patients qui ont une obligation censée de remplir régulièrement des scores cliniques. Donc, au moins sur un an et demi après leurs interventions, qui des fois portent des devices connectés, comme des semelles connectées, qui me donnent donc des informations sur la qualité du pas, la rapidité du pas, enfin, tout un tas de choses, l'équilibre. Aujourd'hui, c'est des données dormantes que je n'utilise pas ou peu dans ma pratique quotidienne parce que je n'ai pas le temps, que je ne sais pas trop non plus comment les interpréter, quoi en faire et qu'est-ce que je vais proposer ou changer en fonction des données que je reçois. Et que si je voulais que ce soit exploité, il faudrait que je paye des gens pour le faire et pour m'en faire un retour et que financièrement, on ne peut pas le faire. Dans le modèle économique français actuel, en tout cas.
Et alors, je suis totalement d'accord avec ce que dit Arnaud, forcément. Mais après, je crois que dans la question aussi, il y avait comment, alors si je me trompe, comment pouvoir intégrer ces nouveaux types d'implants, peut-être dans des systèmes de santé un peu plus contraints d'un point de vue financier, si je ne me trompe pas. Oui, oui, c'était ça. Alors ça, c'est un des gros enjeux, puisque c'est vrai que lorsqu'on fait de l'innovation, forcément, on s'intéresse à des marchés, dans un premier temps, qui sont un peu plus, comment dire, bénéfiques. Et un des gros enjeux, c'est de faire en sorte que ces prothèses, ces nouvelles prothèses, puissent du coup se démocratiser, quels que soient les marchés. Alors, ce que je vais dire, bon, c'est peut-être une utopie, mais aujourd'hui, on a trop tendance, enfin en tout cas peut-être les systèmes hospitaliers, à évaluer financièrement le coût de l'acte en lui-même. Combien va me coûter la prothèse? Et c'est très complexe hein, d'évaluer un acte chirurgical parce que il y a beaucoup de personnel, il y a beaucoup de matériel, il y a énormément de choses en fait. Donc c'est des sujets qui sont assez complexes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une tendance quand même à évaluer financièrement l'acte en lui-même. Mais ce qu'il est important aussi d'évaluer, c'est comment dire, le suivi longitudinal du patient aussi, puisque en cas de complications post-opératoires, le patient peut être amené à aller voir à plusieurs reprises son médecin pour des douleurs, etc. Dans le pire des cas, nécessiter une reprise chirurgicale. Donc il y a vraiment tout ce suivi longitudinal du patient qu'il est important de mieux prendre en compte aussi pour calculer cette gestion financière de la maladie en fait. Alors je ne dis pas que c'est simple, hein. Je sais très bien que c'est très très compliqué, mais il faut aussi voir ces solutions que l'on apporte vis-à-vis de cette gestion globale du patient. Et le fait de pouvoir fournir des solutions, par exemple, qui puissent permettre d'améliorer le suivi du patient ou d'essayer de limiter, réduire le nombre de complications, ça peut être aussi du coup une source d'économie, même si l'intervention chirurgicale en elle-même qui a permis de mettre en place cette prothèse qui sera probablement peut-être dans un premier temps plus chère, mais pas forcément plus chère dans le futur si les choses s'améliorent. Voilà, donc il y a vraiment cette ouverture peut-être à avoir sur le coût global d'un patient. Alors on voit quelques publications hein, là-dessus qui arrivent, mais le sujet est tellement complexe et qu'il faudrait peut-être voilà, mieux prendre en compte cet aspect longitudinal. Merci beaucoup. Alors moi j'ai une question, on parle de l'aspect financier. En ce qui concerne l'aspect humain et matériel, dans l'aspect humain, on peut avoir par exemple la formation du personnel soignant qui n'est pas forcément amené à travailler avec ce type de prothèse au quotidien. Et au niveau matériel, on a également la nécessité d'avoir des imprimantes 3D pour pouvoir imprimer ces prothèses personnalisées. Il me semble que dans le projet Follonie, il y a aussi la notion de chirurgie assistée. Comment vous imaginez la suite en ce qui concerne la démocratisation, entre guillemets, de ces prothèses connectées? Arnaud, tu veux répondre? Alors, d'un point de vue humain, c'est des choses qu'on fait déjà, hein. La chirurgie avec le robot, le PSI, la navigation, c'est des choses qui existent déjà depuis 20, voire 30 ans hein, dans nos blocs opératoires. Donc, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Le fait que la prothèse soit personnalisée ou connectée, ce que je disais tout à l'heure, dans le workflow, ça change strictement rien. On met un implant A à la place d'un implant B. Il n'y a pas de modification au niveau humain. Le, Au niveau matériel, les imprimantes 3D ne sont pas dans les hôpitaux. Parce qu'il ne faut pas imaginer que quand on imprime un implant 3D, il sort et puis il est directement disponible. Il y a beaucoup d'étapes, malheureusement, de post-traitement derrière
qui font que c'est pas quelque chose qui va être immédiatement disponible, qu'on peut pas, comme c'est un peu vendu aujourd'hui avec l'impression 3D, on vous met l'imprimante 3D dans le bloc opératoire et c'est du producteur au consommateur directement. Ça, c'est utopique et je pense que nous, on ne le verra pas de notre vivant. Donc, en fait, il n'y a pas de modification du workflow avec ces techniques. Il y a en tout cas, ces technologies. Il y a plus une modification de l'approche du soin. C'est-à-dire qu'on passe vraiment d'un soin global, identique, taylorisé pour tout le monde, à, en fait, on passe du prêt-à-porter à du sur-mesure. C'est un peu ça. Sans que ça impacte le workflow en amont et pendant la chirurgie. Par contre, oui, il y aura une nécessaire formation, il y aura une nécessaire redistribution des rôles pour le post-opératoire et l'acquisition des données et l'utilisation des données post-opératoires. Je crois que le gros du challenge, en tout cas du challenge sociétal, il n'est pas sur le pré et le opératoire, il est vraiment sur la donnée post-opératoire. Et c'est ça qui coûtera cher. En tout cas au début, parce que, comme disait Guillaume, il y aura un retour sur investissement qui sera quasi immédiat si on veut bien mettre la bonne case avec les bons paramètres pour s'en rendre compte. Ça, après, c'est aux décideurs politiques de voir quelle case ils veulent inclure pour dire s'il y a un retour sur investissement ou pas. Ça devient de la politique. Et je rejoins Arnaud, il y a aussi une évolution des chirurgiens qui sont aujourd'hui beaucoup plus formés avec ces technologies de chirurgie assistée par ordinateur, de robotique, qu'on voyait moi il y a une dizaine d'années en fait. Donc ce type de technologie s'introduit probablement beaucoup plus facilement dans les blocs opératoires aussi aujourd'hui. Et puis l'impression 3D, alors oui, en effet, ça se fera de manière très progressive. C'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les entreprises n'ont pas toute une série d'imprimantes métal 3D, mais les choses évoluent. On en voit de plus en plus dans le milieu de l'orthopédie et les choses vont se faire progressivement. Et pourquoi? Probablement poussées aussi par une demande des chirurgiens et une demande des patients eux-mêmes comme je le disais, hein, où les attentes des patients ne sont plus, évoluent aussi, ne sont plus les mêmes, avec des patients qui sont de plus en plus mêlés aussi avec les nouvelles technologies. Donc je pense que les choses évolueront par ce biais-là aussi. Moi, j'ai une petite question, si jamais j'ai le droit. Allez, vas-y. En fait, je me demandais pratiquement, vraiment dans la pratique, comment vous collectez les données de la prothèse? Quel système vous avez pour... D'un point de vue technique, Oui. alors les capteurs sont. Alors je me permets de répondre, Arnaud, du coup. Les capteurs sont intégrés dans ce qu'on appelle la quille du composant tibial. C'est un espace disponible qui nous permet justement d'intégrer tout un tas de capteurs. Et on a également une antenne et qui permet de transférer l'ensemble des données fournies par ces différents capteurs à un récepteur qui peut être placé sur la surface de la peau du patient et mis juste devant l'antenne. Donc on peut réceptionner l'ensemble de ces données par cette manière. Donc en fait, cette antenne, elle permet à la fois d'alimenter et de réceptionner les données. C'est-à-dire que lorsqu'on approche l'antenne, les capteurs se réveillent, fournissent toutes les données qu'il faut, et lorsque l'on enlève l'antenne, les capteurs s'endorment. Pour continuer sur cette lancée un peu technique, vous avez parlé des capteurs aussi comme perspective pour plus tard, surtout pour la rééducation. Du coup, dans quelle mesure ces dispositifs permettent d'anticiper et surtout d'améliorer le suivi thérapeutique des patients
et notamment d'anticiper aussi les complications qui peuvent survenir durant ou après l'opération. Alors le comment, je ne sais pas comment, enfin, comment l'expliquer, puisque comme le disait Arnaud, aujourd'hui, on a les données, mais il faut pouvoir aussi les comprendre. Et ça se fera de manière très, très progressive. Alors c'est vrai que dans certaines publications, on voit certaines choses. Mais je prends l'exemple des infections. Bon, Arnaud, tu me corriges si je raconte des bêtises, hein, parce que c'est quand même un sujet assez complexe. Mais c'est vrai que l'évolution de l'évolution d'une infection à un stade très très précoce, donc à la genèse de l'infection, c'est un phénomène qui n'est pas forcément très 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 connu à ce jour, en fait. Donc nous, on a fait le pari de mettre quelques capteurs qui nous permettraient de mesurer certains paramètres dans le liquide synovial. Et on fait le pari que ces capteurs-là nous permettraient d'obtenir des informations pour mieux comprendre l'apparition d'une infection à un stade très précoce, de manière à pouvoir améliorer la prise en charge de ces patients-là. Mais aujourd'hui, c'est l'inconnu. On n'a aucune donnée à ce jour. Donc la manière dont on va voir les choses, c'est que on va déjà analyser un peu l'évolution des données qui sont fournies par le biais de ces capteurs-là pour mieux comprendre ces phénomènes-là. Après, la grosse difficulté, c'est que les patients qui ont une infection, il n'y en a pas tous les 4 matins non plus. Donc ça peut être aussi des données assez rares. Et du coup, d'un point de vue temps pour comprendre un peu ce qui se passe au niveau de ces complications, ça peut du coup prendre du temps, faute d'avoir des données massives aussi associées à ce type de complications. Donc les capteurs, ils vont déjà, avant de mettre des alertes et de détecter une complication grâce aux implants connectés, ces implants connectés, ils vont nous permettre déjà d'acquérir tout un tas de données de manière à ce que les chercheurs, peut-être, les chirurgiens, dans un premier temps, puissent mieux comprendre ce qu'il se passe, quoi. Il me semble qu'il y a une question. Merci pour la réponse. Il me semble qu'il y a une question dans le chat qui dit: y a-t-il des estimations sur l'allongement de la durée de vie des prothèses personnalisées par rapport aux classiques? Alors, à ce jour, non. Aucune. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est qu'il n'y a sur le marché mondial que 2 sociétés qui fabriquent des implants personnalisés. Une société américaine qui n'a pas le marquage CE, donc cette prothèse-là n'est pas posée en Europe, et une société européenne qui est une petite société. Et par exemple, en Europe, la pose de prothèses personnalisées, c'est moins de 0,1% des implants de prothèses totales de genoux posés. Donc, en termes de puissance statistique, on repassera. La deuxième raison, c'est que la durée de vie d'une prothèse, elle ne dépend pas que de la prothèse. Elle dépend de tout un tas de paramètres. L'indication chirurgicale, le chirurgien, le patient. Donc, on a beaucoup de facteurs confondants si on veut vraiment faire une comparaison stricto sensu entre un implant personnalisé et un implant qui n'est pas personnalisé. Je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent que les prothèses personnalisées donnent de moins bons résultats et ont une survie moins bonne que des implants standards. Pourquoi? Parce que si vous avez une magnifique prothèse personnalisée, mais que les surfaces d'accroche ou les surfaces de cimentation à l'os ont mal été dessinées, ont mal été designées, pensées, ou même technologiquement effectuées, qu'on est par exemple sur de la torche à plasma, alors que maintenant on a plutôt tendance à abandonner ça pour un revêtement, en tout cas dans les sentiments, un revêtement 3D avec des choses comme du titanium, des matériaux spéciaux. Votre prothèse, elle va pas, elle va être personnalisée, magnifique, et d'avoir un comportement biomécanique parfait, elle n'aura pas une durée de vie qui sera bonne. Donc il y a beaucoup de facteurs confondants qui ne permettent pas d'analyser ça. Par contre, ce qu'on a dans les données de la littérature et dans les 2 revues
systématiques de la littérature qui ont été faites, surtout la plus récente, c'est qu'on a quand même des scores cliniques qui tendent à être supérieurs sur les implants personnalisés versus les implants standards. Néanmoins, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une prothèse de genou, aujourd'hui, telles qu'elles sont dessinées et telles qu'elles existent, que ce soit pour la plupart en standard ou en personnalisé, ont des biomécaniques qui ne sont pas des biomécaniques de genoux normaux. Donc un implant peut être parfaitement posé, parfaitement anatomique, mais si la biomécanique n'est pas respectée, le patient il risque de ne pas se sentir bien parce que son genou ne va pas bouger comme il devrait bouger, ce qui va créer une alerte au niveau cérébral, et cette alerte, elle va se traduire pour le patient par des douleurs ou un inconfort. Merci. Et moi, j'aurais une dernière question qui serait plus sur les perspectives. Donc, vous, en tant que chercheur, quelle collaboration souhaiteriez-vous renforcer pour accélérer les avancées sur le domaine de la prothèse connectée? Alors, je pense que c'est plus sur la partie financière qu'il faut jouer, en fait. Puisque mettre un dispositif médical innovant sur le marché, c'est pas ce qu'il y a de plus simple et c'est semé d'embûches. Le marché des dispositifs médicaux est quand même assez complexe. Pourquoi? Parce que il y a toutes les exigences réglementaires aussi auxquelles on doit faire face pour pouvoir justement mettre sur le marché un nouveau dispositif médical. Pouvoir réaliser aussi en amont des études cliniques de manière à prouver que le dispositif médical, en tout cas, au minimum, n'a pas des effets plus négatifs que des implants qui existent sur le marché. Et ça prend énormément de temps entre le moment où on a un implant, on développe des choses dans un laboratoire et le moment où c'est marqué CE, sans parler d'une diffusion large du produit par la suite. Et en fait, ce que l'on voit dans le domaine, c'est qu'on parle souvent de la fameuse vallée de la mort, quelles que soient les entreprises que l'on crée et quels que soient les marchés et les domaines, en fait. Cette vallée de la mort, c'est la difficulté à pouvoir, à un moment donné de l'entreprise ou d'une start-up, pouvoir financer le fait de passer, mettre à l'échelle la production et la vente d'un système qui a été créé, développé. J'ai envie de dire, dans le milieu médical, on aurait a priori plusieurs vallées de la mort. La première vallée de la mort, c'est déjà le fait de faire en sorte que ce qui a été développé au laboratoire puisse aller dans le cadre puisse être utilisé dans le cadre d'une étude clinique. Et donc ça veut dire pouvoir faire en sorte que ce que nous avons développé, c'est conforme à tout un tas d'exigences réglementaires. Et ça, c'est énormément de financement, surtout pour une prothèse connectée, puisqu'il y a beaucoup de tests à réaliser. Et la deuxième vallée de la mort, c'est une fois qu'on a les résultats obtenus au niveau de l'étude clinique, pouvoir faire en sorte derrière de commercialiser en Europe et dans d'autres pays. Donc, alors oui, il y a des partenariats, il faut trouver les bons partenariats de manière à pouvoir produire, mener cette recherche et produire un nouveau DM, mais il y a un vrai besoin de financement pour pouvoir atteindre cet objectif de mise sur le marché. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il n'y en a pas dans le chat. Si vous avez terminé, je pense qu'on est pas mal. Je vous remercie beaucoup de ces 50 minutes de discussion sur la prothèse orthopédique connectée.
Merci à tout le monde. Merci à Guillaume et à Arnaud et aux étudiants. Et à la prochaine. Eh ben, merci à tout le monde. Merci à vous, merci à tout le monde. Au plaisir. Bonne soirée, au revoir.